À la suite des dernières élections fédérales, la circonscription de Montmorency-Charlevoix a un nouveau député, en la personne de Gabriel Hardy, qu'on reçoit dans nos studios à TVCO. Gabriel Hardy, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être là et bonjour. D'abord, félicitations pour votre élection. Merci beaucoup. Ça a été toute une soirée en montagne russe, hein? Vous étiez troisième, oui. On a déclaré la candidate du Bloc gagnante. Finalement, c'est vous. Comment vous avez vécu votre soirée électorale? Fallait être en forme, traverser ça, je vous dirais. Ça a été une soirée vraiment en crescendo. J'ai donné des entrevues durant la soirée qui, justement, j'étais troisième. Mme Desbiens avait été déclarée gagnante. Puis on m'a dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai tout le temps eu la même approche. Dans la vie, tu gagnes ou tu apprends. Fait que moi, dans la soirée, j'étais... Hey, moi, je suis là pour apprécier tous les moments. C'est ma première élection. J'étais content pour Gérard Deltel, content pour Pierre Paulus, Joël Godin qui passe. Mais là, pendant tous ces gros événements-là, j'étais en remontée. Là, je passe de la troisième place à la deuxième place. Je me dis, bon, bien, au moins, je vais finir deuxième. Mais ça va être une belle victoire pour moi, t'sais. Et là, troisième à 2 à 1. Et là, à la fin, je dépasse. Mme Desbiens me redépasse. Fait que là, on était vraiment dans une course intense. Puis en soirée, j'étais en avance de 900 voix. Et là, tout a gelé. Il n'y a plus de décompte. Puis là, il était 2h30 du matin. Et il n'y avait pas de résultat. Il ne restait plus personne. Vous avez été déclaré... Oh, pardon. Vous avez été déclaré élu le mardi. Là. Le mardi à 3h15, 3h20. Là. Fait que finalement, mardi, toute la journée, je donnais des entrevues en disant, écoutez, je ne le sais pas si je suis élu. On va voir la fameuse dernière boîte nationale qui restait à analyser. Et c'est à 3h15, 3h20. Là. Vous dites que vous apprenez à chaque jour. Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette campagne électorale? J'ai appris que le territoire de Montmorency-Charlevoix est exceptionnel, mais a effectivement deux réalités différentes. Oui. Donc, on a vraiment la réalité proche de la ville avec Lac-Beauport, Sainte-Brigitte qui viennent de s'ajouter à la circonscription. Oui. Et on a l'île d'Orléans, 95 % agricole, mais qui est quand même proche de la ville, qui a une genre de réalité un peu hybride. Et là, plus on s'en vient dans Charlevoix, là, plus on voit le paysage changer, puis on s'en va plus vers l'agriculture, vers la foresterie, vers le terroir et tout ça. Et c'est vraiment ces deux réalités-là que moi, j'ai trouvé magnifiques. Puis j'ai fait des rencontres durant toute la campagne. Ça a été 5 semaines, là, ça a été excessivement rapide. Oui, rapide. Mais j'ai fait des rencontres exceptionnelles. Notamment, un gros highlight, c'était la rencontre avec l'UPA. Des gens de cœur, des gens... Ils sont en difficulté, les agriculteurs. Il faut aider nos agriculteurs. C'est des entreprises à la base. Ces gens-là travaillent, je l'ai dit, là, 370 jours par année. Là. Ça ne prend pas de congé. C'est 20 heures par jour au travail pour nourrir le Québec. Et on leur impose des normes qui sont obligées de s'adapter avec leur argent, pas de support. Ça, c'est vraiment un gros enjeu. Comment vous allez faire pour rallier les deux extrémités du comté, les réalités territoriales qui sont vraiment différentes d'un côté à l'autre de votre circonscription? Moi, je suis un gars dans la vie qui aime apprendre et je veux être à la rencontre des gens, aller prendre l'information. Puis je suis surtout une personne qui, quand on me donne un problème, j'essaie de trouver 10 solutions, pas l'inverse. Alors, je vais être à la rencontre des gens, je vais être sur le terrain régulièrement. Je veux me faire connaître. Là, moi, je ne suis pas une superstar locale. Là. Je suis débarqué il y a 1 mois et demi, mais je veux apprendre à me faire connaître parce que je crois que c'est comme ça qu'on va avoir un discours plus ouvert, que les gens vont apprendre à m'amener leurs difficultés, leurs bons coups, les choses leurs aspirations. Et je suis vraiment une personne, sincèrement, qui veut faire la différence ici. Justement, parlant de différence, c'est quoi la différence entre une députée bloquiste puis un député conservateur dans une même circonscription? Je dirais qu'il y a beaucoup de bloquistes, et là, on embarque dans un discours qui est vraiment au niveau politique, mais il y a tellement de bloquistes avec qui j'ai discuté qui sont plus conservateurs qu'ils le pensent. Je pense que pour les intérêts du Québec, il est plus que temps qu'on mette nos différences de côté puis qu'on travaille en équipe, bloquistes et conservateurs. On a besoin de représenter le Québec à Ottawa avec une voix forte. Et ce n'est pas vrai que le Bloc est le seul à pouvoir faire ça. Je suis sincèrement persuadé que si on a plus de francophones qui sont solides à Ottawa pour représenter le Québec, puis qu'on est capable de donner cette majorité-là aux conservateurs, on va gagner énormément pour notre province. Parce que vous allez rencontrer à Ottawa des députés majoritairement venus de l'Ontario puis de l'ouest du pays. Oui. Comment vous voyez la prise de place que vous allez pouvoir prendre à l'intérieur de ces équipes-là qui ont des préoccupations, qui sont dans l'ouest, qui sont loin des préoccupations? On a chacun nos forces et nos faiblesses. Là. Je veux dire, l'ouest, oui, souvent le Parti conservateur a été présenté comme un parti west-centric. Oui, avec les priorités de l'ouest puis de l'Ontario. Exactement, parce qu'il y a un gros financement, j'imagine, qui vient de l'ouest. Mais le Québec a beaucoup, beaucoup à amener. Et justement, si on peut être plus de députés québécois
à l'Assemblée nationale, pas à l'Assemblée nationale, mais à la Chambre des communes, oui. puis qu'on est capable justement d'amener plus souvent dans les caucus les intérêts du Québec et défendre nos intérêts au lieu de se diviser ici au Québec, je pense qu'on va être capable d'avoir cette force-là. Il faut ramener plus de députés du Québec à Ottawa pour être capable de rebalancer ça. Moi, au niveau du Parti conservateur, j'ai vu un énorme respect pour le Québec puis un énorme respect pour les candidats qui étaient là. Et vous pensez que vous allez vous faire entendre à Ottawa auprès de vos collègues? C'est certain que je vais me faire entendre à Ottawa. Une promesse, je vous garantis, oui. C'est une promesse, ça? J'ai jamais pris de défi dans ma vie que je n'ai pas relevé, puis croyez-moi, celle-là, je l'ai à cœur, puis je vais le faire. Comment se déroule la transition avec la députée sortante? Écoutez, là, j'ai été élu il n'y a pas 48 heures. Alors là, les premières journées, c'était vraiment beaucoup des entrevues. Oui. Hier, qui a été une journée un petit peu plus basse, là, je suis en discussion avec Ottawa pour essayer de comprendre aussi c'est quoi la structure de ce qui s'en vient. Donc, je dois apprendre au niveau de, les bureaux de circonscription, l'équipe, c'est quoi les budgets, tout ça. Alors là, aujourd'hui ou demain, je vais entrer en contact avec Mme Desbiens. Je vais avoir une rencontre pour la féliciter. Premièrement, elle a fait une grosse campagne. Elle a été présente pour les gens ici depuis les 6 dernières années, 5 ans et demi, 6 ans. Donc, merci à Mme Desbiens d'avoir représenté la population avec passion et avec cœur. Puis je vais faire la même chose. Je vais être là avec passion, avec cœur, avec intégrité, avec honneur. Je suis une personne droite dans la vie, puis je veux l'amener. Mais je veux vraiment laisser Mme Desbiens avec un beau souvenir puis une belle entente avec elle. Mme Desbiens avait un bureau à la Malbaie. Est-ce que vous aurez un bureau dans Charlevoix? Sûr et certain. Aucun doute là-dessus? Aucun doute là-dessus. Et vous allez être régulièrement dans la région? À chaque semaine, je vais être là. Je veux chaque semaine, vous allez être dans la région? Oui, je veux m'imprégner de la région. Je veux être auprès des gens. C'est important d'être On a Montmorency, Charlevoix. Oui, deux réalités complètement différentes. Puis il y a eu un redécoupage, là, on le sait. Le lac Beauport est très, très, très proche de Québec. Là. Ouais. Donc, eux aussi, je vais devoir aller voir leur réalité, leurs questions, puis aller y répondre. Mais c'est pas Montmorency et un peu de Charlevoix. C'est Montmorency-Charlevoix ou Charlevoix-Montmorency. Les deux ne me dérangent pas. Je veux vraiment être un député à l'écoute de toute la réalité de notre territoire. Pour les prochains jours, quelles sont vos priorités? Pour les prochains jours, semaines, mois, là, mais comment vous voyez, là, comment vont se faire les prochaines semaines? Bien, là, on sait du moins que le Parlement à Ottawa va réouvrir à la fin du mois de mai. Donc là, j'ai tout le processus là, de vraiment comprendre il est où mon bureau là-bas. Je vais aller à Ottawa la semaine prochaine. Tomber dans mes souliers. Là, il faut que je tombe dans mes souliers. Après ça, il y a la passation des dossiers. Il faut que je comprenne qu'est-ce qui est en cours, comment reprendre le flambeau puis être capable de répondre aux gens de Montmorency-Charlevoix. Et là, bien, par la suite, on va prendre notre rythme. Là, il va y avoir, je crois, 3 semaines, 1 mois. On figure à Ottawa avant le congé de l'été. Là, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Alors, je suis beaucoup dans la découverte. Mais là, c'est le ballon entre découvrir le nouveau travail, mais rester à l'écoute des gens sur le terrain, parce qu'à la base, je suis là pour amener Montmorency-Charlevoix à Ottawa et non pas pour faire de Ottawa vers Montmorency-Charlevoix. Alors, c'est ce qu'on va surveiller dans le courant des prochains mois, des prochaines années. Merci. Merci de me recevoir. Encore une fois, félicitations. Merci beaucoup. Un passage à l'île aux coudres n'est jamais vraiment complet sans un arrêt à la boulangerie Bouchard qui existe dans la municipalité depuis 1945. Après 19 ans à la barre du mythique commerce, la propriétaire Noël-Ange Harvey a décidé de passer le flambeau. On s'est fait un cadeau de la vie, je pense. J'ai cherché pendant longtemps quelqu'un qui avait le sens du patrimoine bâti, puis qui était capable de prendre une business avec tout son cœur. Pas parce que j'ai pas eu des offres pour la vente, mais je pense que ce que c'est qu'on fait ensemble, c'est du made in l'île aux coudres. Fait qu'on transfère de l'île à l'île pour que la continuité se fasse, puis que le patrimoine bâti, bien, il reste debout. C'est ça l'important. Francis Boudreau, nouveau propriétaire fièrement coudrillois, explique les raisons qui ont suscité son intérêt pour la reprise de l'établissement insulaire. Moi, j'ai travaillé ici aussi en étant étudiant, dans le temps, avant que Noël-Ange soit propriétaire avec Léonard puis Alfredine, le fils à Pascal Bouchard. J'ai travaillé quelques années avec eux, des étés de souvenirs qui sont tatoués là, dans moi. L'idée a germé, restait là. Puis j'ai lancé dans l'univers, puis j'ai toujours dit à un moment donné, je vais l'avoir, la boulangerie, ça va être à moi.
Puis, tout bonnement, l'an passé, presque à pareille date avec notre signature de transaction, là, lors d'une assemblée où on était ensemble à cette même place-là, j'ai dit, écoute, Mélange, moi, mon rêve, c'est d'avoir la boulangerie. Fait puis à partir de là, on a travaillé ensemble dans la dernière année pour aboutir à aujourd'hui à la transaction, à la passation. Madame Harvey estime que le choix de Francis Boudreau se voulait tout désigner pour assurer la pérennité de la boulangerie. On a une similitude dans nos rêves, parce que moi, ça m'a pris 10 ans. Moi aussi, je l'ai lancé dans l'univers en 97, puis ça m'a pris 10 ans. Puis lui, bien, il a rêvé pendant 10 ans, mais ça a pris 10 mois. 10 mois pour dire... Le chiffre 10, c'est important dans nos vies. Pour nous autres, là, il y a une connexion qui s'est faite naturellement. Puis dans ce savoir de partage-là, bien, il était intéressé à ça. Les commerçants soutiennent que la passation de l'entreprise se réalisera sur une période transitoire. Ça va être une transition tout en douceur parce que moi, je m'en viens pas ici à temps plein non plus pour le moment. Je garde mon emploi du côté de Baie-Saint-Paul, mais on va faire une transition, un transfert de connaissances petit à petit pour pas bousculer rien puis tout changer non plus. Tu sais, on a une équipe solide en place qui est là, qui reste là. C'est tous les mêmes employés, fait que c'est beau à voir. Puis ils tiennent le fort, ils sont capables de faire rouler cette belle boulangerie-là. Sans vouloir tout dévoiler dès sa première journée en poste, le nouveau propriétaire admet toutefois avoir des idées pour les années à venir. On va essayer d'amener un petit peu la boulangerie dans Charlevoix aussi avec des points de vente un peu plus, clairement. Puis des projets, bien, il y en a toujours. Fait qu'on va développer ça avec nos boulangers à suivre. Suivez-nous là-dessus. On a des idées plein la tête, mais on ne partira pas en peur ni en lion non plus. Il faut conserver les acquis, puis il faut bien travailler ça. Et puis, on a fait l'acquisition d'un nouveau boulanger. Un nouveau boulanger qui commence en même temps que lui. Cette nuit, ça va être sa première cuite. Exact. Fait qu'avec lui, puis avec le boulot de boulanger en place, là, on va essayer de développer des bien belles choses. Au-delà du strict achat de l'entreprise, Francis Boudreau conçoit cette reprise comme un engagement envers son milieu de vie. Je suis bien connu dans ma communauté, puis je suis taché, engagé, et j'ai l'île tatouée sur le cœur à la défendre où ce qu'il faudra la défendre. Et puis, j'en connais la réalité. L'île, on sort de l'île, mais on ne sort pas l'île de nous jamais. Puis on va travailler dans ce sens-là, puis l'île, on va la faire connaître encore plus avec nos produits. Elle m'a tellement donné de belles histoires, cette boulangerie-là. Fait que on peut pas la laisser partir comme ça. Puis il me donne l'opportunité, tu sais, de m'en aller tranquillement. Ça, c'est un rêve, là. Ce que j'aurais peut-être pas pu faire avec d'autres qui comprennent pas que Made in Low-Cood, c'est Made in Low-Cood. C'est l'accueil, c'est la connaissance, c'est le partage. C'est tout ça, les Low-Cood. En cette fin de chapitre, Noëlan Harvey souhaite adresser un dernier message à sa fidèle clientèle. Merci à la population de l'île, merci à la population de Charlevoix qui m'a suivi dans mon histoire pendant ces 19 ans-là. Puis je vous demande de venir voir Francis parce qu'ensemble, bien, on a encore des choses à dire. La population de Charlevoix est invitée à relever le défi Bouger en cœur, qui revient pour une 16e édition. Écoutons Mme Rolande Bergeron nous expliquer en quoi consiste le défi Bouger en cœur. Je suis trésorière du club, Mon Cœur, puis ce club-là me tient vraiment à cœur. Alors, l'objectif cette année, c'est de faire bouger les gens encore. 150 minutes d'activité durant 28 jours. Ce défi est bon pour la santé, mais aussi pour on court la chance de gagner plus de 3 000 $ en prix.
150 minutes d'activité, c'est un objectif réalisable. Bien sûr qu'on remercie nos commanditaires qui nous répondent toujours positivement. Pour moi qui est bénévole, c'est vraiment très apprécié. L'an dernier, on a eu 100 personnes d'inscrites. Cette année, j'espère égaler et même dépasser cet objectif. Vous pouvez vous inscrire directement au local du club, au 3e étage de la maison mère, par téléphone au 418-240-9999 ou par courriel à info@clubboncoeur.com. M. Benjamin Dufour, qui est kinésiologue ici au club, nous présentera 3 capsules santé durant le mois. On va faire toutes sortes de petites activités pour motiver les gens. Le 11 juin se tiendra la soirée de fermeture à la salle Paul Médéric. Swing Charlevoix nous fera bouger en nous donnant un petit cours de swing de débutants. On vous attend en grand nombre. Bouger, c'est la santé. C'est le maire de Baie-Saint-Paul, Michael Pilote, qui est le porte-parole de cette 16e édition du défi Bouger en cœur. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Quand on m'a proposé justement, qu'on m'a demandé là, de devenir porte-parole de l'édition, c'est sûr que ça allait de soi. Les saines habitudes de vie, on n'en parle jamais assez. C'est important. Oui, de formation, je suis infirmier clinicien, mais j'essaie aussi d'être actif. Là, je ne suis pas un athlète. Cependant, j'essaie de me tenir en forme. Habituellement, je fais mon 5 km de tapis roulant 2 fois par semaine. J'essaie aussi d'aller nager à la piscine 1 fois semaine. D'aller marcher, de faire un peu de randonnée. J'aime bien le kayak aussi l'été. Il faut bouger. Quand j'étais à l'université, je me souviens qu'on nous disait chaque dollar investi en prévention, c'était 5 $ d'économie en soins de santé par la suite. Puis dans les derniers mois, je parlais avec des gens du domaine scientifique. On me disait que c'était maintenant rendu à 15 $ en moyenne, même jusqu'à certaines études à 20 $. Donc, c'est quand même pas négligeable. Il faut travailler sur la prévention. Au Québec, on est beaucoup dans le mode curatif. Hein? On est malade, on va aller voir un médecin, on va se faire prescrire des médicaments. Si on fait du cholestérol, on va avoir les statines, comme on appelle, le fameux Lipitor, le Crestor, tout ça. Mais souvent, c'est des béquilles. Hein? C'est pas ça qui va faire en sorte que la personne va être en santé. On va donner un médicament qui va causer des effets secondaires, on va en donner un autre pour annuler l'autre. Les gens vont développer de différentes maladies. Donc, je pense que c'est de prévenir avant ça. Et le défi, c'est pas de demander à tout le monde d'être capable de courir le 10 km puis faire le marathon. Hein. C'est juste d'être actif, d'avoir un mode de vie sain, d'aller prendre une marche, d'aller faire de la randonnée, des fois juste de partir avec le chien, d'aller faire une petite marche avec le chien, tout ça, jouer dehors, de bouger. C'est pas d'être des athlètes. Fait que je pense que monsieur, madame, tout le monde est en mesure de s'inscrire, de réaliser le défi, même des fois de socialiser. Il y a des groupes de marche et des choses comme ça. Des gens qui sont à la retraite, qui mentionnent parfois qu'ils sont seuls, hein, qui ont peu de réseau, peu d'amis. Donc, des fois, l'activité physique, c'est un bon moyen de rencontrer des gens, de développer notre réseau social. Donc, je pense que ça peut être pour tout le monde. De bouger, ça n'a pas de prix, la santé. La fondatrice et présidente du Club Bon Cœur, Francine Thibault, explique que le défi est ouvert à tous ceux qui veulent participer. Bouger vis-à-vis soi-même. Si la personne ne fait pas 150 minutes, mais pour elle, elle fait 60 minutes, avant elle faisait 30 minutes par jour, c'est gagnant. Alors c'est là notre grand objectif cette année. On veut sensibiliser les gens que le 150 minutes, bien sûr, on le souhaite et on le veut, mais pour la personne à mobilité réduite, les personnes qui sont âgées ou avec un problème de santé, vous faites 50 minutes par jour, par semaine d'activité physique, mais si vous avez 75 après votre défi, vous êtes gagnant. Alors c'est là qu'on veut vraiment jouer et vous avez bien compris la démarche du défi. C'est une démarche personnelle. Fierté Charlevoix a récemment dévoilé la programmation de sa 3e édition qui se déroulera du 15 au 18 mai prochain. On assiste à la programmation de Fierté Charlevoix, qui est une fierté donc, pour promouvoir, sensibiliser, démystifier un peu la communauté LGBT, donc la communauté gay, lesbienne, bisexuelle, name it, toutes les lettres que tu veux, auprès de la population de Charlevoix. Toute la population de Charlevoix est évidemment invitée à ces festivités parce que ça ne concerne pas que les membres de la communauté, ça concerne tout le monde, la fierté.
Le jeudi, une conférence de Gris Québec sera organisée pour sensibiliser le public à la diversité sexuelle et de genre. Un souper partage et un chansonnier animeront la soirée du vendredi. Le samedi, un marché printanier et un concert musical inviteront au rassemblement. La soirée se terminera au bar Tony et Charlot de Baie-Saint-Paul avec une performance de drag queen. Les festivités se clôtureront le dimanche avec un spectacle d'humour et un DJ set au Bistrot des Balcons. Les co-porte-parole du festival expliquent pourquoi ils ont à cœur le mandat qui leur a été confié. Moi, ça fait presque un an, le 1er mai, que je suis ici dans Charlevoix. Je suis issue de la communauté. Puis je pense que je me suis rapidement sentie très inclus dans cette communauté-là. Puis je pense que c'est venu naturellement d'aller vers quelque chose qui me ressemble, des humains qui me ressemblent, des projets qui me ressemblent. Puis je pense que mon bagage professionnel et humain a permis de pouvoir créer des trucs en partenariat avec des gens. Puis je pense que ça venait du cœur, ça a été naturel pour moi. Puis je suis privilégiée d'avoir pu travailler là-dessus. Ça fait 3 ans que je suis sur le comité de pilotage, donc c'était un peu naturel que je commence à prendre un peu plus de place sur la place publique. Ils nous révèlent également leur coup de cœur personnel dans cette 3e édition de l'événement. Pour moi, c'est sûr que je suis organisateur du marché, puis je suis hôte de la fierté qui va se passer à la ferme Ambrosia. Mais mon coup de cœur, honnêtement, ça va être la conférence de Lydia Desgagnés de Gris Québec, qui va se passer à la bibliothèque Laure Conant à la Malbaie le jeudi soir. Parce que c'est important de voir des gens qui parlent de leur vécu, qui vont parler d'eux-mêmes, puis de voir que c'est des gens comme les autres. On est des gens comme les autres, on a les mêmes rêves, les mêmes aspirations. Pour moi, c'est pas mal mon coup de cœur. Pour ma part, c'est sûr que j'ai un sentiment vraiment d'appartenance avec le bistrot puis l'auberge. C'est un endroit qui est très inclusif, qui est très à l'affût de tout ce qui est progressif. Puis j'avais envie, en tant que cordeau aux événements, de créer un projet qui nous ressemble. Fait que c'est sûr que j'ai hâte au show d'humour. J'ai hâte que les gens rient, que ça se termine sur quelque chose de léger, quelque chose qui est en lien aussi avec tout ça. C'est des gens issus de la communauté, c'est des gens qui parlent de sujets sensibles, de sujets politiques, de sujets engagés. Fait que j'ai bien hâte de voir la réceptivité de tout ça. Puis le show de drague, quand même. Le show de drague, c'est comme un grand classique aussi dans notre communauté, je pense. Fait que je pense que pas mal, oui. Pour danser un peu, puis ça va faire un bon samedi. La co-porte-parole rappelle que les festivités sont diversifiées et qu'elle cherche à rejoindre plusieurs groupes dans la population régionale. Je pense qu'on avait envie d'approcher le plus de gens possible dans la région, mais aussi la variété de gens. Puis je pense que de sentir que les familles sont incluses, sont les bienvenues, mais autant les jeunes que les alliés, je pense que c'était très pertinent. Puis je pense que la programmation est représentative de ce qu'on voulait faire. Alec Vitam explique cependant que l'édition de Fierté Charlevoix 2025 a connu quelques changements par rapport aux années précédentes. À cause des manques de financement du gouvernement pour les organismes communautaires, cette année, c'est une version un peu plus réduite. On a plus dû se reposer sur des financements privés, comme des jardins. Sinon, on voit que tranquillement, pas vite, les esprits commencent à s'ouvrir, j'ai l'impression, dans Charlevoix. L'an passé, par exemple, on avait eu des commentaires un peu déplacés sur nos réseaux sociaux de Fierté Charlevoix. Cette année, j'ai pas eu vent qu'on en a eu. Pour en apprendre davantage, les personnes intéressées peuvent consulter les réseaux sociaux et le site web de Fierté Charlevoix. Le Festival du cidre de Baie-Saint-Paul revient pour une 2e édition dans Charlevoix. Célébrant l'arrivée des journées printanières et le début de la floraison des pommiers, l'événement se veut un moment pour mettre en valeur les produits locaux dans un cadre festif et décontracté.
nous, on a plusieurs producteurs charlevoisiens. On a quand même 5 producteurs de cidre ici dans Charlevoix. Fait qu'on s'est dit, ben, dans l'idée de toujours continuer à animer ce bistrot-là, ben, on s'est dit, faisons ça. Puis rapidement, peut-être c'était même au début, mais rapidement, on a contacté les amis de Travaux des Jours qui ont vraiment embarqué dans l'organisation, l'animation. Puis après ça, ben, on a contacté tous les autres aussi, les producteurs, pour être présents puis présenter leurs produits. L'événement, qui se tient dans le cadre élargi de la Semaine du cidre du Québec, se déroulera sur 2 journées. On a le jeudi un 5 à 7 avec les producteurs locaux invités. Donc, il va y avoir Yann des Jardins de la Simplicité, il va y avoir Nicolas de Baie-Saint-Pomme et Raphaël de l'Astrerie Les Travaux les Jours. On va avoir du cidre chaud aussi de Pedneau qui ne peut être présent à l'événement, mais qui est quand même, qui nous fait un beau clin d'œil avec ce petit produit pour les jours frais. Et on va avoir donc, c'est comme un 5 à 7 avec 2 DJ invités. Donc, un premier à 5 heures, qui est Beat Mama, ici de la communauté latine, ici à Baie-Saint-Paul. Elle a déjà fait un set au balcon. Puis il va y avoir Snowro qui va terminer la soirée un petit peu plus électrisante et dansante par la suite. On est de retour samedi avec 2 vagues de dégustation à 16h et à 18h. Ça va être 6 cidres à déguster qui vont être présentés par les producteurs et aussi des bouchées en accord qui sont réalisées par Geneviève, notre chef. Fait que ça va être de délicieuses bouchées pour accompagner ces cidres-là, pour aider à faire descendre un petit peu la frivolité. Il va y avoir aussi Alex Bouchard, chansonnier de la région ici, qui est aussi dans le groupe Beholder. Fait que la plupart l'ont peut-être vu jouer. Il va être là à 19h. C'est gratuit, ouvert à tous. Le cidriculteur Raphaël Nguyen estime que l'événement porte un mandat pédagogique et qu'il favorise l'échange humain. Pour nous, le Festival du cidre, c'est vraiment une occasion là, de rencontrer les gens de la place, de rencontrer des amateurs de cidre et des non-amateurs. On ne se le cachera pas le cidre, c'est pas le breuvage le plus connu, même si ça fait des années qu'il est fait ici dans la région puis même au Québec, mais ça reste un petit joueur, disons, comparé à la bière ou même le vin. Fait que c'est sûr que pour nous, moi puis Jonathan, une grande partie de notre travail, c'est d'éduquer en fait nos clients. Puis on pense que le Festival du cidre, c'est une occasion justement de faire découvrir des produits, mais aussi à apprendre à les déguster, apprendre à les apprécier, à se laisser tenter par des choses qui sont un peu différentes. C'est pour ça que la dégustation, pour nous, c'est comme un moment fort là, de ce festival-là. Nicolas Filion soutient pour sa part qu'un monde des possibles s'ouvre à ceux et celles qui souhaitent découvrir l'alcool à base de pommes. Et là, on présente, on fait goûter, on célèbre. C'est un autre événement. Puis je pense que la meilleure façon de découvrir le cidre, de découvrir les cidres, il n'y a pas un cidre de pareil. Si les pommes sont différentes, si le gars qui fait, le cidriculteur qui fait les cidres, il travaille différemment, on arrive à des produits différents. Le cidre peut être autant différent que la bière et que le vin. Puis même le cidre, c'est un bel entre-deux entre les deux. Il peut aller chercher autant des avantages et des caractéristiques de la bière que du vin. Les activités de la fin de semaine se veulent également intéressantes pour les producteurs qui peuvent discuter et partager des connaissances. On est souvent dans nos affaires, oui, on s'écrit des choses, puis on se parle déjà quand même bien, mais c'est sûr que là, c'est un moment où on est là, on peut vraiment discuter de façon plus ouverte, un petit peu plus, peut-être moins dans le business, fait qu'on est plus là pour avoir un bon moment puis créer des liens là, entre nous. La réalité, c'est qu'on a quand même des styles qui sont, sur certaines choses, se ressemblent, mais sur certaines choses, sont quand même très différentes. Fait que c'est vraiment plus de mieux comprendre, bien, c'est quoi les processus que les autres ont utilisés, c'est quoi les défis qu'ils ont rencontrés. Puis ça nous permet d'avoir des réflexions sur notre façon d'aborder des enjeux. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on s'aide beaucoup. Puis c'est pas juste quelque chose nous, on souhaite faire avec les producteurs de cidre, mais c'est quelque chose qu'on fait avec les producteurs d'alcool en général dans Charlevoix, là.
Avec leur production, les cidriculteurs locaux tentent de mettre en valeur les terroirs parfois méconnus de la région de Charlevoix. On a récolté des pommiers à Saint-Joseph-de-la-Rive et pour faire honneur à la tradition marine, on les a mis dans des tonneaux. Donc, on a fait des choix de différents tonneaux là, qui avaient reçu des vins préalablement. C'est vraiment de faire ce rappel-là de, tu sais, il fut quelques siècles, comment dire, tout était transporté en tonneaux. Donc, c'est pour vraiment faire ce petit clin d'œil-là qu'on trouvait super intéressant, qu'on a décidé de faire le pomme goélette là, en tonneaux. Donc, on vient chercher des petites caractéristiques qui sont des fois un peu plus difficiles à trouver dans les pommes, là, des petits tanins puis tout ça, le petit côté boisé là, qui vient avec les tonneaux. Le patrimoine historique de la région influence maintenant sur la transformation du terroir ou la valorisation que vous en faites. Oui, puis c'est quelque chose d'important pour nous, tu sais, dans le sens que, bien, on n'achète pas de pommes. Toutes nos pommes, on les cueille à la main, que ce soit sur un projet spécial comme on fait avec la coopérative L'Affluent à Petite-Rivière. Tu sais, on cueille des pommes à Petite-Rivière. On veut vraiment faire ressortir le terroir, mais le terroir, c'est aussi l'histoire, tu sais, puis l'histoire c'est des gens, puis des coutumes, puis des façons de faire. Donc, on essaie de toujours essayer on essaie de trouver une façon de mélanger ces choses-là pour que les gens sentent que c'est un produit qui les représente. Est-ce que tu te verrais dans quelques années avec ce projet-là comme un projet de vie à temps plein pour toi? Bien, ça serait le fun. Ça serait le fun parce que ça permettrait vraiment de faire vivre la terre pour laquelle je suis bien attaché. Ces arbres-là, j'aime beaucoup, beaucoup les arbres. Les arbres fruitiers, du fruit, c'est super. Quelque chose qui se boit, qui est alcoolisé. Éventuellement, avoir quelque chose qui est aussi des produits non alcoolisés. Un peu rendre hommage aussi à tes ancêtres, à ton grand-père et les autres qui avaient la terre avant? Bien, c'est un héritage. Moi, je vois ça comme un héritage, mais aujourd'hui, je suis le gardien de la terre, du grand-père de mon grand-père, si on veut. D'autres produits en provenance d'ailleurs au Québec seront également à découvrir durant les festivités. Avec principalement nos amis des Travaux des Jours, sont allés sélectionner des petits producteurs au Québec qu'eux trippent vraiment sur ces produits-là. Fait que des petites productions. Puis ce qui est le fun de ça, c'est qu'on va avoir ces produits-là. Puis c'est des produits que donc, la communauté locale, eux, n'ont pas souvent accès. Fait que, tu sais, c'est sûr que les producteurs locaux, c'est le fun, mais les gens de la place, souvent, vont les connaître. Fait que, peut-être pas tous, mais c'est le fun de les redécouvrir et tout. Mais c'est le fun aussi d'avoir, pour les gens de la place, avoir des produits nichés de l'extérieur pour découvrir. Évidemment, c'est tout au Québec quand même, mais c'est le fun de découvrir d'autres produits qui ne sont pas habitués. Puis pour les gens qui vont venir de l'extérieur, bien là, ça va être le fun de mettre à l'honneur les produits locaux, puis eux vont avoir le grand plaisir de les découvrir. Pour davantage d'informations, la population est invitée à consulter les réseaux sociaux de l'Auberge et du Bistrot des Balcons.